Bonjour à tous, bienvenue sur le grand plateau du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Vous êtes le vice-président des LR, eurodéputé, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Pas de grâce présidentielle en Algérie pour Boualem Sansal. Dans un sondage CSA, les Français demandent à leurs élus d'arrêter de manquer de courage face à l'Algérie. Méthode douce, méthode graduée, méthode forte. Quelle méthode pour obtenir la libération de notre compatriote? Nous vous poserons la question. Au nom de l'Europe, vous voulez changer radicalement le logiciel migratoire européen. Pour cela, vous avez des propositions que vous nous détaillerez ici même. Nous vous demanderons ce que vous pensez du bilan Retailleau à Beauvau et quelle droite voulez-vous pour demain? Le président des LR et ministre de l'Intérieur arrivera-t-il à agréger toutes les formes de droite avec lui? Et si oui, avec quelle obligation de résultat? Et en attendant, ce sont les orientations de François Bayrou que l'on attend pour le 15 juillet, dans un contexte où la charge de la dette est désormais de 67 milliards d'euros. Précision d'Éric Lombard hier, comment sauver le pays de la faillite? Toutes ces questions abordées ce matin avec moi et Christophe Jacubizine. Bonjour. Du journal Les Échos, et Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Hier, nous étions suspendus à une éventuelle grâce du président Tebboune concernant Boualem Sansal et le journaliste Christophe Glaise. Finalement, pas de grâce, 5 ans d'emprisonnement, 7 ans pour Christophe Glaise et Boualem Sansal qui renonce à faire un pourvoi en cassation. Comment réagissez-vous, François-Xavier Bellamy? Et d'abord, est-ce que cette absence de grâce vous étonne? Elle constitue évidemment une nouvelle absolument terrible parce que, rappelons-le, Boualem Sansal est âgé, il est malade. Il est retenu aujourd'hui, détenu, pour une seule et unique raison, pour la liberté dont il a fait preuve, pour sa liberté d'expression. Et sans trop y croire, nous voulions malgré tout espérer que, effectivement, il pourrait être gracié. C'était tout l'objectif de la méthode que revendiquait l'Élysée. Aujourd'hui, l'Élysée dit encore espérer une grâce présidentielle, peut-être plus personnelle que dans cette occasion collective. Je ne sais pas, je me borne avec bien d'autres, avec Kamel Daoud, avec Noël Lenoir, avec tous les membres du comité de soutien de Boualem Sansal, à regarder avec une immense déception les mois perdus et la déloyauté évidente du régime algérien. Et je crois il aurait fallu depuis longtemps sans doute tirer les leçons de cette déloyauté. Seule la manière forte, me semble-t-il, peut fonctionner. Je veux encore espérer. L'Élysée a des assurances. Vous voulez espérer? Mais je ne peux que constater que ce silence qui est montré aujourd'hui par le sommet de l'État, parce que le président de la République et le ministre des Affaires étrangères n'ont tout simplement pas réagi à l'annonce du maintien en prison de Boualem Sansal. Est-ce que c'est une stratégie de diplomatie où la diplomatie agit silencieusement? Je ne peux qu'espérer pour la vie de Boualem Sansal que cette stratégie fonctionne, mais pour le dire de manière très claire, très simple, très franche, j'ai de la peine à y croire. Et je regrette qu'on ait mis tant de temps à tenter d'engager le bras de fer qui me semble être la seule véritable manière de sauver la vie de Boualem Sansal et celle de Christophe Glaise qui se trouve également emprisonné. Ce qui est intéressant, François-Xavier Bellamy, même si intéressant n'est peut-être pas forcément le meilleur adjectif, mais c'est le renoncement au pourvoi en cassation. Est-ce que c'est une forme de désespoir de Boualem Sansal ou est-ce que c'est une forme de négociation? Pas de pourvoi en cassation, et donc du coup, négociation secrète pour faire libérer Boualem Sansal. Là encore, peut-être nous en saurons plus dans quelques jours, et peut-être qu'il faut accepter d'attendre, mais je le redis, je crois que sur ce sujet, comme sur tant d'autres, avec l'Algérie comme avec bien d'autres pays, la France refuse de parler le langage de la force. Et c'est ce langage-là, pourtant, qui aujourd'hui s'impose partout dans les affaires internationales. C'est ce langage-là qui fait que nous avons tous les moyens, tous les leviers, pas seulement avec la France, mais on y reviendra peut-être avec l'Europe, parce que l'Europe elle-même pourrait peser de tout son poids pour cette libération. Comment? De quelle façon? Moi, je prends une mesure toute simple. On a voté au Parlement européen une résolution que nous avions proposée pour la libération de Boualem Sansal. Dans cette résolution, nous demandions à la Commission européenne, nous exigions qu'elle impose que la libération de Boualem Sansal, entre autres, soit la condition préalable à la renégociation de l'accord entre l'Union européenne et l'Algérie. La fameuse Ourima Hassan s'était opposée. Exactement. Il y a un accord entre l'Union européenne et l'Algérie. On parle beaucoup des accords de 68, on y reviendra sans doute en France. Mais au plan européen, l'Algérie a un partenariat avec l'Europe. Et elle tient à ce partenariat parce que c'est un enjeu absolument clé pour son développement, pour le commerce et pour bien d'autres aspects qui sont déterminants pour le régime algérien. Comment se fait-il que la France
n'est pas exigé, que la France n'est pas obtenue, que la France, à ma connaissance, n'est même pas demandé à la Commission européenne de mettre ce sujet sur la table dans ses discussions avec Alger. Alors, pour moi, c'est révoltant. À la suite, maintenant, je peux le dire, puisque j'espérais encore une fois que la diplomatie fonctionnait silencieusement. Maintenant, je vais dire la réalité de ce que j'ai vécu ces dernières semaines. À la suite de cette résolution, j'ai demandé et obtenu un rendez-vous en tête-à-tête avec la haute représentante de l'Union européenne. Je l'ai rencontrée. Elle m'a dit qu'elle était en contact très régulier avec la diplomatie française. Et quand je lui ai parlé du cas de Boualem Sansal, elle ne connaissait pas la situation de Boualem Sansal. Comment ça ? Ça veut dire qu'elle ne savait même pas que cette situation était un sujet de préoccupation pour nous, Français. Ce qui veut dire que la France, le gouvernement français, par la voie de sa diplomatie, n'avait pas fait savoir à la Commission européenne aucune information n'avait été transmise. Mais nous étions en tête-à-tête, je ne peux que raconter la scène telle que je l'ai vécue. Elle m'a demandé, elle m'a demandé d'épeler le nom de Boualem Sansal. Et elle n'était pas de mauvaise volonté. Pourquoi la France ne demande-t-elle pas ? Je crois que nous avons un président de la République... C'est effrayant ce que vous dites, François-Xavier Bellamy. Mais c'est révoltant. Nous avons, encore une fois, le calendrier en plus joue en notre faveur, puisque la renégociation de cet accord Union européenne-Algérie commence maintenant. Qu'est-ce qui est en jeu ? C'est les droits de douane, c'est le niveau de droits de douane par exemple qu'on impose aux produits algériens, c'est ça ? Ce sont des moyens alloués à l'Algérie pour son développement et pour la coopération entre l'Union européenne et l'Algérie. Ce sont des facilités commerciales, ce sont des coopérations scientifiques ou en matière de recherche. Le régime algérien est très déterminé à mener ça. Quelque chose m'échappe. Vous nous dites que le seul langage qui peut fonctionner, c'est le langage du rapport de force. Or, la France n'hésite pas à utiliser le langage du rapport de force. Par exemple, avec la Russie. Par exemple, avec la Hongrie, qui est dans l'Union européenne. Par exemple, avec les Américains, à tout le moins sur le plan rhétorique, mais pas avec l'Algérie. Comment expliquez-vous la chose ? Je crois sur le plan rhétorique, malheureusement, parce que la vérité, c'est que... Non, mais même sur le plan rhétorique, avec l'Algérie, on n'y arrive pas. Vous parliez de la Russie, mais regardez effectivement ce que nous avons subi sans tellement réagir sur le continent africain. Nous avons subi très concrètement les conséquences d'une guerre informationnelle à laquelle le moins qu'on puisse dire est que je ne crois pas que nous ayons répondu avec une vigueur proportionnée. L'Azerbaïdjan organise, on parle en ce moment de la négociation si déterminante pour la Nouvelle-Calédonie qui est en train de se mener. Quelles que soient nos idées, nos convictions sur le destin de la Nouvelle-Calédonie, c'est un débat qui doit avoir lieu dans la vie démocratique française. Quand l'Azerbaïdjan organise à Nouméa un colloque sur, je cite, la décolonisation des Outre-mer français, mais c'est une attaque directe contre la souveraineté de la France, c'est une attaque évidente contre nos intérêts, contre l'intégrité de notre territoire, la sécurité de notre démocratie. Quelle a été la réponse ? Un tweet du ministre des Affaires étrangères. Mais est-ce que vous croyez que M. Aliyev à Bakou est tétanisé par un tweet du ministre des Affaires étrangères ? À quel moment est-ce que nous avons obtenu la fin du contrat gazier scandaleux qui associe l'Azerbaïdjan à l'Union européenne ? Il faut maintenant être capable de défendre nos intérêts. Autrement dit, il n'y a pas de faiblesse particulière par rapport à l'Algérie, il y a une faiblesse générale dont l'Algérie n'est qu'un élément parmi d'autres ? Je crois qu'il y a une relation très particulière de la France avec l'Algérie qui fait que sur ce sujet, en effet, malheureusement, nous avons de toute évidence une faiblesse particulière. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Je rappelle quand même que ça a été pour moi le premier moment de prise de conscience de ce que pouvait représenter le projet d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a fait sa campagne en accusant la France de crimes contre l'humanité en Algérie. Donc il y a quelque chose de très particulier dans la relation de ce président de la République avec... c'est la rente mémorielle. Et d'une manière générale, dans la relation de notre pays avec l'Algérie, quelque chose de particulier dont il faut sortir enfin. On ne peut pas ne pas voir qu'effectivement, le régime algérien, quand il fête son indépendance, ne fait rien d'autre en fait que d'insulter la France. En tout cas... D'insulter les dirigeants français qui osent enfin parler clair sur la manière dont ce régime se comporte. Et je pense à Bruno Retailleau qui est insulté en permanence par les télévisions et les radios algériennes. Aujourd'hui, nous devons dire au peuple algérien qu'il est temps de sortir de cette relation toxique. Mais dans l'immédiat, pour nous, la première des choses à faire, c'est d'engager le bras de fer indispensable pour faire valoir nos principes, la libération de Boualem Sansal, nos intérêts, le respect absolu de notre souveraineté sur le plan migratoire. Et c'est la raison pour laquelle je ne comprends pas que nous ne soyons pas aujourd'hui en train de mettre en œuvre ce rapport de force dont nous avons tellement besoin. Ça fait des mois que Bruno Retailleau le demande. En février dernier, le Premier ministre lui-même, François Bayrou, avait fixé un ultimatum à l'Algérie. Il avait donné 6 semaines à l'Algérie. Et qui a empêché cet ultimatum de s'appliquer ?
c'est le président de la République. Alors, on nous a dit, soyez silencieux, la diplomatie va fonctionner, c'est comme ça qu'on va s'en sortir, ne parlez pas trop fort, vous mettez en danger... La méthode douce par rapport à la méthode graduée. On nous a accusés, nous, de mettre en danger la vie de Boualem Sansal. Moi, je veux bien que tout soit fait, et je comprends qu'il faille absolument que cet enjeu... Mais est-ce que l'humiliation ultime, ça ne consiste pas à espérer une grâce, finalement, du président algérien? C'est-à-dire, nous espérons une forme de la bonté du caprice présidentiel, nous acceptons de libérer Boualem Sansal. Est-ce que c'est pas l'ultime forme de soumission? Mais si ça pouvait permettre que Boualem Sansal soit libéré, je n'aurais aucun problème avec ça. La clé, c'est de sortir de prison un écrivain condamné pour sa liberté et qui risque de mourir. En tout cas, notez ce sondage, parce que quand on interroge les Français, sondage CSA pour CNews, JDD et Europe 1, 64% des Français estiment que la France manque de courage face à l'Algérie. Le mot courage est assez intéressant dans tout ce qu'on vient de dire. Henri Guénaud sur Europe 1, il y a quelques jours, me disait qu'il fallait pousser le rapport de force à son maximum, par exemple en prenant en otage et en incarcérant sur le sol français des ressortissants algériens. Alors se pose évidemment la question de l'état de droit. Je lui dis, mais on est quand même dans un état de droit. Il me dit, oui, mais pour certaines raisons, on peut invoquer la raison d'État. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais si on avait besoin de ça, mais on n'en a même pas besoin. On a tellement d'autres choses à faire avant. On peut conditionner la délivrance des visas. On peut suspendre la délivrance des laissez-passer consulaires. Ce sera peut-être un vrai grand problème pour tous ces dignitaires du régime algérien qui disent-pique-pente de la France, mais qui sont trop heureux d'y venir. Qu'on ne fait toujours pas, donc. Pour s'y faire soigner. On peut commencer par enfin. C'est ce que nous avons proposé. Nos députés à l'Assemblée nationale l'ont proposé il y a maintenant plusieurs années. La dénonciation des accords de 68 avec l'Algérie. Et aujourd'hui, il y a une majorité pour cela à l'Assemblée nationale. Puisque depuis... À l'époque, nous nous trouvions en but à toutes les oppositions possibles. Monsieur Attal nous reprochait de courir derrière l'extrême droite. Nous avions le Rassemblement national aux abonnés absents. Mais aujourd'hui, il y aurait une majorité claire. Mais s'il y a une majorité, pourquoi vous ne le faites pas? S'il y a une majorité à l'Assemblée, pourquoi vous ne le faites pas? Faut-il pouvoir l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale? Le gouvernement... Une proposition de loi dans le cadre d'une niche, vous le faites régulièrement. Mais on a déposé, cette proposition de loi dans le cadre d'une niche. Elle n'avait pas été adoptée. Ça n'a pas été adopté. Un petit détail sur l'Algérie, ce qui vous a choqué particulièrement, c'est cette interview de Sébastien Delogu, le député LFI, à la télévision algérienne. Ce déplacement de Sébastien Delogu, qui a réussi l'exploit d'aller en Algérie sans citer une seule fois Boualem Sansal ni Christophe Glaise, ses propres compatriotes, et qui, à la télévision algérienne, explique à quel point la France est un pays épouvantable, à quel point il est fier d'être algérien, il veut relever la tête comme un DZ fier, et qu'il embrasse le drapeau algérien et le drapeau palestinien. Et je crois que c'est tellement symptomatique du pari que fait cette famille politique, qui, rappelons-le, au Parlement européen, a voté contre la résolution que nous proposions pour la libération de Boualem Sansal. Ils étaient seulement quelques-uns sur 700 parlementaires à refuser de voter pour la libération de cet écrivain emprisonné en Algérie, à voter contre cette résolution et qui se comporte en réalité comme le parti qui veut fracturer la France de l'intérieur. Vous avez vu que le parti LFI a désavoué Delogu en disant qu'il était parti pour des raisons privées. Malheureusement, je crains que LFI n'ait désavoué M. Delogu que pour éviter de trop déplaire au Maroc. En réalité, on voit bien que le vrai grand sujet, c'est pour LFI de gérer la diversité des communautés sur lesquelles il espère miser demain pour pouvoir faire son chemin. Mais je crois que là, encore une fois, il faut prendre au sérieux la gravité de ce qui se joue. Et il faut dire à M. Delogu très simplement, si vraiment vous êtes si fier d'être algérien, pourquoi voulez-vous interdire aux Français d'être fiers de leur pays? Et si vraiment vous êtes si fier d'être algérien et que la France est pour vous un pays si insupportable, alors dans ce cas, n'hésitez pas. Je ne doute pas qu'en Algérie, il soit possible de faire de la politique, de se faire élire. Ces institutions magnifiques, ce régime extraordinaire que vous semblez tellement aimer, il est peut-être temps d'aller le rejoindre. Mais on ne peut plus tolérer une seconde une telle duplicité de la part de gens qui sont les représentants de la nation et qui semblent jouer de toute évidence contre elle. Alors, François-Xavier Bellamy, parlons immigration au niveau français, mais aussi au niveau européen. C'est un cheval de bataille que vous portez depuis longtemps. Pour le PPE, vous êtes le rapporteur, et pour le futur règlement retour, ayant pour but de changer toute la politique migratoire en Europe. C'est un règlement qui porte un nom barbare, 2025/0059, sur le retour des ressortissants des pays tiers séjournant de façon irrégulière dans l'UE. En fait, pour faire simple, vous faites le constat que la politique migratoire en Europe, ça ne marche pas, et vous proposez toute une série de mesures.
En réalité, aujourd'hui, la grande fragilité européenne sur la question migratoire, c'est celle qui concerne les expulsions. Tout le monde sait, j'allais dire au sens littéral du terme, le monde entier sait que si vous arrivez à poser le pied illégalement sur le sol européen, ou si vous arrivez à rester illégalement en Europe après l'expiration d'un visa, vous ne serez jamais reconduit ou quasiment jamais reconduit dans votre pays d'origine. Et c'est ce qui fait la vulnérabilité de l'Europe sur la totalité de la politique migratoire. Depuis 2008, nous avons en Europe une directive retour qui concerne les expulsions et qui, Bruno Retailleau le dit souvent, est en réalité une directive anti-retour. C'est une directive qui protège le migrant entré illégalement en Europe et qui empêche les États d'assumer une politique d'expulsion. Je précise que nous parlons là de gens qui sont illégaux, c'est-à-dire de gens qui n'ont aucun titre pour rester, de gens qui ont été déboutés, parfois après 1, 2, 3 recours, déboutés du droit d'asile, et qui pourtant restent. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez une toute petite minorité des gens dans le continent européen et en France en particulier, qui, demandant le droit d'asile, se le voient attribué réellement, mais sur la majorité de ceux qui sont déboutés, vous en avez une infime minorité qui est reconduite. Donc l'asile est totalement détourné de son sens. C'est l'angle mort de la politique migratoire. C'est un moyen de... Oui, mais de ce point de vue, est-ce que le principe qu'il faut rétablir, entre guillemets, c'est pas aussi ce qu'on appelle de manière un peu brutale le refoulement? C'est-à-dire, si vous entrez par des voies irrégulières, on n'examine même pas votre situation. Entrez par des voies régulières, sinon repartez. Est-ce que c'est pas la part manquante du logiciel européen? C'est une clé déterminante, bien sûr. Mais à la fin, il y aura toujours des gens qui entreront illégalement en Europe si la certitude est absolument établie qu'il est possible d'y rester une fois qu'on y est rentré. Donc la clé, la vraie clé, c'est le jour où le monde entier saura que si vous êtes entré illégalement en Europe, vous n'avez aucune chance d'y rester. Et c'est ce que je défends depuis des années. Ce jour-là, il n'y aura plus de crise migratoire, il n'y aura plus de morts en mer Méditerranée d'ailleurs. C'est notre devoir humanitaire de mettre fin au business des passeurs qui aujourd'hui font de la fragilité de nos États leur modèle économique. Et donc la solution, elle se trouve dans cette nouvelle version de la directive retour qui devient un règlement retour et que je porte pour le Parlement européen, que la Commission européenne a mise sur la table et qui va permettre effectivement de renverser totalement cette logique de manière extrêmement... Christophe Jacuzzi. Il faut évidemment faire respecter les règles et ne pas faire des immigrés qui rentrent en situation irrégulière, des gens très précaires et effectivement à la merci de toutes les mafias. Mais simplement, est-ce qu'il ne faut pas parler aussi de la réalité économique? Par exemple, en Italie, Giorgia Meloni, qui a fait dans son programme le contrôle de ses frontières, une de ses priorités, a fait rentrer 500 000 émigrants, de manière d'ailleurs... légale, et elle prévoit d'en accueillir 500 000 nouveaux dans les 2 prochaines années. Et 1 million de travailleurs immigrés en Italie parce que la démographie ne répond pas aux besoins de l'économie du pays. Est-ce qu'il ne faut pas aussi avoir un discours de la réalité économique et ne pas jouer toujours sur les peurs sur l'immigration? Moi, je ne crois pas un instant que l'immigration puisse être un palliatif à la crise démographique que connaissent nos pays. En attendant, la crise démographique, elle est réelle. Il faut 20 ans pour faire un travailleur. Je veux dire, il faut 20 ans pour faire naître un enfant. Bien sûr, voilà. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre dès maintenant et que la déconstruction de la politique familiale en France a été une faute très grave contre l'avenir à long terme, parce que c'est évidemment un enjeu de moyen et de long terme. Mais l'Italie n'est pas comparable avec la France pour beaucoup de raisons. Il n'y a pas le droit du sol, il n'y a pas de naturalisation. Et là, encore une fois, nous parlons d'immigration légale. Le problème que je vois pour ma part, c'est l'immigration irrégulière. Et là où il y a une connexion entre les deux, c'est que si on subit en permanence une immigration irrégulière qu'on ne contrôle pas, on s'interdit de pouvoir accueillir, ce qui pour le coup est nécessaire, y compris dans des perspectives de court terme, de délivrer des visas. Par exemple, aujourd'hui, on a des universités de premier rang qui nous disent que des étudiants brillantissimes qui viennent d'Amérique du Nord, qui viennent d'Asie, n'arrivent pas à avoir de visa en France parce qu'on a une telle difficulté à gérer le problème migratoire que c'est finalement à ceux qui demandent loyalement le droit de rentrer qu'on finit par le refuser, ce qui est absurde. Sortir de cette situation d'impuissance sur le plan de l'immigration irrégulière, ça veut dire mettre en œuvre quelques principes simples. Le premier de ces principes, c'est qu'il faut que le retour forcé devienne la norme. Aujourd'hui, la norme, c'est le retour volontaire. C'est-à-dire, si on vous délivre une OQTF, vous avez théoriquement plusieurs mois pour partir de votre propre chef plutôt que d'être expulsé. Évidemment, ces quelques mois, on les met généralement pas à profit pour partir poliment, mais pour s'évanouir dans la nature. Ça, c'est la première chose à faire, c'est de faire en sorte que les États puissent expulser
immédiatement. Donc sans ça avoir besoin implique de aussi donner une un révision délai. des visas consulaires, parce que généralement l'État tiers ne délivre pas de visa consulaire, on se retrouve bloqué. Ensuite, vous avez raison de le dire, l'un des premiers problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est le manque d'identification de la nationalité des personnes concernées, qui ne coopèrent pas et qui ne veulent pas dire d'où elles viennent, ou bien le manque de coopération de la part des pays de départ, qui refusent de recevoir leurs ressortissants, alors même que ces ressortissants sont totalement identifiés. Et donc là, ce que nous disons aujourd'hui, et ce que nous allons faire, c'est que nous allons permettre que les États refoulent les migrants entrés illégalement sur leur sol, non pas seulement dans leur pays d'origine, mais dans d'autres pays qui accepteraient de les reprendre. C'est ce qu'on appelle les hubs de retour. Donc des pays avec lesquels on aura une coopération. Ce qu'a fait l'Italie avec l'Albanie, par exemple. Alors l'Albanie, c'est pour l'examen des demandes d'asile. Là, c'est pour l'expulsion des personnes qui, par exemple, ont été déboutées du droit d'asile. Et vous pensez déjà à des territoires ? Mais par exemple, aujourd'hui, l'Italie a signé cette coopération avec la Tunisie et la Commission européenne tout entière s'est engagée dans ce partenariat. Demain, on voit très bien que l'Algérie ne coopère pas. On pourrait proposer de reconduire une partie de cette immigration vers la Tunisie. Mais vous voyez, le but, ça va s'accompagner inévitablement d'un choc avec ce qu'on appelle le gouvernement des juges. C'est-à-dire le dispositif juridique dans nos sociétés va s'opposer à une telle politique sur le mode de l'antidiscrimination, de l'anti-exclusion. Et c'est pour ça que notre devoir, c'est de faire en sorte que ce règlement soit suffisamment robuste juridiquement pour qu'il ne permette pas que le contentieux en mine l'application. Et comptez sur moi pour défendre des solutions qui seront claires et qui seront efficaces. Mais à la fin, ce que nous défendons, paradoxalement, Mathieu Bock-Côté, ce que nous défendons, c'est l'état de droit. Parce que nous parlons ici de gens qui sont illégalement sur notre sol. Quand quelqu'un a été débouté du droit d'asile, une fois, deux fois, trois fois, après une succession de recours, comment accepter que cette personne reste sur notre sol ? Il faut précisément que la décision que les juges ont prise, elle soit suivie des faits, et qu'une personne qui est déboutée du droit d'asile reparte. Nous ne croyons pas, et je me suis opposé à cela pendant des années en Europe, qu'il faille, comme le voulait Emmanuel Macron, répartir ces personnes illégalement présentes sur notre sol entre les pays européens. Il ne faut pas les répartir en Europe, il faut les faire repartir. Et c'est l'état de droit qui le commande, c'est l'application de la loi. Parce que sinon, vous conviendrez, cela dit, qu'il y a un conflit aujourd'hui dans la définition de l'état de droit. C'est-à-dire, l'état de droit, tous s'en réclament, mais pour certains, c'est le gouvernement des juges, pour d'autres, c'est le contrôle de constitutionnalité, pour d'autres, c'est néanmoins le respect de la souveraineté parlementaire. C'est un terme polysémique aujourd'hui. Moi, je crois qu'à la fin, en démocratie, le fondement de la souveraineté, c'est le peuple. Et que l'état de droit ne commence que par là. Mais encore une fois, je le redis, même si on devait regarder les choses du point de vue de la mise en œuvre des lois et des décisions des tribunaux, il faut maintenant sortir de cette impuissance sur le sujet de l'immigration. Et comment vous allez faire ? Parce que Mathieu a raison en parlant du Conseil constitutionnel. Est-ce que le constitutionnel, je vous pose la question directement, est-ce que le Conseil constitutionnel, qui doit juger qu'en droit, est-ce qu'aujourd'hui, à votre regard, ne juge qu'en droit ? Pour moi, je suis extrêmement inquiet de la manière dont le Conseil constitutionnel se comporte. Quand je vois que la loi que proposait Gabriel Attal, quand même pas considéré comme étant une personnalité très radicale sur la justice des mineurs, se trouve vidée de sa substance, alors que toute la France voit qu'il y a un problème avec la justice des mineurs. Et je le dis pas seulement comme responsable politique, je le dis comme professeur. Quand vous avez une telle incapacité à appliquer des sanctions rapides, dissuasives, à des jeunes qui se sont rendus coupables de délits graves, eh bien c'est évidemment un très grand problème éducatif aussi qui se pose. Et quand le Conseil constitutionnel rentre dans le débat en disant non, mais il ne faut pas la sanction, il faut l'éducation, mais qui est le Conseil constitutionnel pour faire de la politique ? On a le droit de le penser, mais c'est un débat politique. Le Conseil constitutionnel sort de son rôle en faisant cela. Et je voudrais dire à quel point, moi, quand je vois ces décisions qui se succèdent, à quel point je suis inquiet pour la santé de notre démocratie, de ce point de vue-là, et à quel point je suis étonné, rétrospectivement, toujours aussi étonné, que le Rassemblement national ait validé la nomination de Richard Ferrand. Sans les voix du Rassemblement national, M. Ferrand ne serait pas à la tête du Conseil constitutionnel. Et pour moi, le grand problème, c'est que M. Ferrand est un politique, c'est un responsable politique. C'est un responsable politique qui a fait toute sa carrière au Parti socialiste. Oui. Il n'y a pas tellement d'étonnement à ce qu'il applique aujourd'hui. Il y en a eu d'autres avant lui au Conseil constitutionnel. Il applique les projets qu'il a toujours défendus. On va en parler après la pause. Mais justement, c'est de ça qu'il est temps de sortir. J'ai bien compris. Et nous avons tenté de faire C'est un peu le cas de M. Fabius aussi. Mais je me serais opposé à la nomination de M. Fabius. C'est ça. Tout autant. C'était un peu la question. Et puis ensuite, il y en a eu d'autres. Jean-Louis Debré a été un responsable politique aussi. Pour valider la nomination de M. Ferrand. Avant de parler de la droite, parlons du centre. Hier, stupeur au cirque d'hiver, meeting des jeunes avec Macron, devenu les Jeunes en marche, avec d'abord ce qui était prévu, une rampe de lancement pour Gabriel Attal pour 2027. Patatras, le chef est arrivé et il a sévèrement
recadrer son ancien Premier ministre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au-delà du fait que ça vous laisse un champ des possibles nouveau pour 2027, François-Xavier Bellamy, avec peut-être Bruno Retailleau, est-ce que c'est à nouveau une forme d'incohérence au niveau du bloc central et du parti présidentiel? Je ne vais pas commenter ce qui se passe à l'intérieur de la famille politique des macronistes. C'est intéressant. À laquelle vous êtes associé ça du gouvernement? Accessoirement. Ouais. Non. Avec laquelle Bruno Retailleau compose. Avec laquelle nous composons. Je crois que c'est le terme est juste. Parce que, mais pour quelle raison? Il faut le rappeler. Encore une fois, si nous n'avions pas fait ce choix de constituer un bloc commun, le premier bloc à l'Assemblée nationale, ce serait aujourd'hui celui de la gauche et de la France insoumise. Et c'est intéressant que vous dites ça, parce que ça sera sans doute la même chose en 2027. Si vous ne composez pas, comme le dit Pierre, il y a un risque de second tour entre LFI et le Rassemblement national. Donc la question est, pardon, mais est-ce que vous allez composer pour 2027 ? Moi, je crois pour le coup l'exact inverse. Je pense que nous héritons d'une situation à l'Assemblée totalement inextricable. La France devait être le lieu du dépassement des clivages, du en même temps triomphant avec Emmanuel Macron. Et en réalité, nous le voyons, elle est aujourd'hui plus fracturée que jamais. Et cela se traduit dans la représentation nationale, puisqu'à l'Assemblée, il n'y a plus du tout de majorité parlementaire. Et donc, le sujet, c'est d'essayer de faire au mieux avec cette situation de crise démocratique profonde dans les mois qui viennent et qui nous séparent du grand rendez-vous que sera l'élection de 2027. Mais en 2027, la seule chose qui peut gagner, c'est une proposition politique enfin claire, enfin forte. Et moi, pour ma part, je n'ai jamais été macroniste parce que je n'ai jamais cru à cette fin des clivages. Je ne crois pas au en même temps. Je crois que la vie politique, c'est comme la vie en général, dit Kierkegaard. Vous savez, c'est le titre du premier livre de Kierkegaard, c'est « ou bien, ou bien ». Voilà, la vie, c'est « ou bien, ou bien ». Et la politique, c'est « ou bien, ou bien ». Quand je vais au Parlement européen et que je vote au nom des Français pour représenter la France à Strasbourg, j'ai le choix entre deux boutons. Je peux appuyer sur pour ou contre. Je ne peux pas voter pour et contre à la fois. Et donc, je crois qu'il faut que nous soyons capables aujourd'hui de dire, pour nous, la droite, ce que nous voulons pour l'avenir du pays. C'est quoi la droite aujourd'hui? Est-ce que c'est ce qu'on appelle depuis peu, parce que quand on parlait de ça il y a un an, ça ne marchait pas du tout, c'était l'union des droites, mais est-ce qu'aujourd'hui, grâce aussi au Sommet des libertés, que le JDD avec d'autres organismes comme Sapiens ont organisé il y a quelques semaines, est-ce que quand on voit LR, UDR, RN, Debout la France qui se parlent, quand on voit Christophe Gomard et Marion Maréchal qui ensemble organisent un event au Parlement européen, est-ce qu'il y a une convergence des droites aujourd'hui, si on n'appelle pas union des droites, appelons la convergence, est-ce qui peut fonctionner? Mais il n'y a pas de scoop ou de révélation particulière. Le fait est qu'au Parlement européen, de toute façon, les textes avancent par la discussion de toutes les forces politiques. Et à l'Assemblée nationale, non, pas de toutes les forces politiques, de toutes les forces politiques de droite, vous voulez dire? Non, de toutes les forces politiques. Quand je suis au Parlement européen sur le règlement retour que j'évoquais à l'instant, eh bien, nous réunissons les représentants de tous les groupes politiques et chacun dit ce qui constitue pour lui une priorité jusqu'à ce qu'on arrive à trouver... Ça ressemble à du en même temps, ça, pardon. Une forme de point... Non, pas du tout. Parce que justement, la clé, c'est... Et ce sera ma question d'ailleurs, vous parliez d'union des droites, mais ce sera ma question aujourd'hui pour le Rassemblement national au Parlement européen. Est-ce que, par exemple, sur le règlement sur les retours, est-ce que le Rassemblement national est prêt à voter un texte européen qui va consolider la politique migratoire en Europe ? Parce que quand j'écoute les discours de Marine Le Pen, de Jordan Bardella le 9 juin, j'écoute avec attention ce qu'ils disent et je vois qu'au fond, ils sont toujours dans une vision profondément anti-européenne, d'une manière systématique. Et donc la vraie question, c'est est-ce qu'on va avoir la possibilité de renforcer la politique migratoire en Europe ou bien est-ce qu'on va se retrouver piégé par ces vous nommez ici un désaccord politique sur l'Europe qui existe, d'accord, mais est-ce que ce qui n'a pas empêché l'union des droites, entre guillemets, depuis si longtemps, c'est pas le cordon sanitaire. C'est dans cette idée qu'il y avait une catégorie d'électeurs ou d'élus, plus encore, radioactifs, toxiques, édentés, dangereux, malodorants, qu'il ne fallait pas leur parler, c'est presque des fachos. Est-ce que la vraie question, c'est pas le cordon sanitaire au-delà de toute autre chose? Mais vous savez, Mathieu Bocoté, le cordon sanitaire... Vous en parlez fréquemment, mais aujourd'hui la question que je me pose c'est qu'en est-il de ce renversement étrange qui fait qu'aujourd'hui j'ai le sentiment que le parti politique le plus attaqué par le Rassemblement national c'est devenu en fait celui de la droite.
auquel on peut sans doute reprocher beaucoup de choses, mais qui, au moment où il est en train de se reconstruire, avec Bruno Retailleau, devient la cible numéro 1. Il y a eu un début d'alliance avec Éric Ciotti, cela dit. C'est-à-dire une partie de la droite qui était, en fait, de votre parti, de votre coalition, a rejoint une forme de bloc national nouveau. C'était un ralliement. Moi, je crois, et j'ai toujours cru que notre devoir, c'était de reconstruire cette famille politique de la droite, de gouvernement, qui pourra demain reconstruire une majorité qui permette de relever la France. J'ai toujours cru ça, j'ai toujours défendu cette nécessité absolue. Et aujourd'hui, c'est ce que nous faisons avec l'élection de Bruno Retailleau à la tête des Républicains. Je pense que tous les Français voient que la droite va engager ce travail de reconstruction, ce travail de clarification indispensable pour retrouver le courage nécessaire pour relever le pays demain. Le fait est que vous parlez d'union des droites, mais le Rassemblement national, pardon d'écouter là encore ce que dit simplement Marine Le Pen. Je ne conteste pas, je me borne à écouter. Marine Le Pen dit, et elle redit, même au moment où Éric Ciotti la rejoint, elle dit le Rassemblement national n'a jamais été, ne sera jamais un parti politique de droite. Dans ce pays, il y a une gauche qui s'assume, tout le monde le voit. Il y a une gauche qui assume parfaitement d'être de gauche et d'être très radicalement de gauche. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait dans ce pays une droite qui s'assume. Et je n'ai pas cru au en même temps avec Emmanuel Macron, je ne croirais pas non plus au en même temps. J'entends, mais on dit quelquefois, par exemple, j'ai eu l'occasion de l'entendre souvent, on dit on veut les électeurs du RN, bien évidemment, les électeurs de Reconquête, qu'en sais-je, bien évidemment. Cela dit, leurs élus, pas nécessairement. Or, ce qu'on voit en ce moment au gouvernement, M. Retailleau, qui est assurément un homme de droite, est dans un gouvernement où on trouve Mme Pannier-Runacher, on trouve d'autres figures qui Madame sont... Borne. Mme Borne sont à gauche. Donc... Mais parce que si on ne faisait pas ça, vous auriez dans ce gouvernement Louis Boyard et Rima Assad. Je ne suis pas en train de faire un procès, je dis simplement, puisqu'il est possible, dans l'esprit de M. Retailleau, qui est un homme de droite assurément, d'être dans le même gouvernement que Mme Pannier-Runacher, est-il inimaginable que demain il soit dans le même gouvernement que Jordan Bardella, par exemple? Est-ce que d'un côté comme d'autre, s'il s'agit d'être pragmatique, il faut être pragmatique des deux côtés? Moi, je ne souhaite pas pour la France que la situation qu'on connaît aujourd'hui s'éternise. Encore une fois, je le redis. Vous souhaitez une dissolution comme le Rassemblement national? Non, je souhaite qu'en 2027, on ait enfin un cap clair, avec une majorité claire. On va continuer comme ça. Mais là, pour l'instant, je ne sais pas ce qui se produira dans les mois. Mais qu'est-ce que vous souhaitez? Parce que la question que je souhaite est aussi par rapport au fait qu'à votre place, ici, la semaine dernière, il y avait Sébastien Chenu qui a dit que la dissolution était la première des nécessités. Moi, je crois que s'il y avait une dissolution, elle produirait les mêmes résultats pour l'instant. C'est-à-dire le chaos? Je ne vois pas comment elle ferait émerger aujourd'hui une majorité claire. La vérité, c'est que le rendez-vous déterminant, parce que nous savons très bien comment notre Constitution est construite, le rendez-vous qui détermine la vie politique de notre pays, c'est l'élection présidentielle. Et donc, notre devoir, c'est que on fasse le moins mal possible dans les 2 ans qui viennent, et on peut faire le moins mal possible, on peut éviter le pire, et vous savez, la politique, ça consiste souvent à chercher le meilleur, mais ça consiste aussi parfois à tenter d'éviter le pire, donc c'est sans doute... La politique, c'est un modus vivendi, c'est ça? Non, c'est ce on va devoir essayer de faire au mieux pendant les 2 ans qui viennent, et je souhaite, et c'est le plus important, que le rendez-vous de 2027 soit l'occasion de construire enfin une alternance claire à droite, parce que je pense que la France aujourd'hui a besoin des solutions d'une droite assumée sur tous les sujets, avec une vision cohérente sur tous les enjeux qui permettent que la France sorte enfin de la crise. C'est peut-être le dernier rendez-vous. Mais alors vous nous produisez quelque chose d'important. On note bien en tout cas que vous ne voulez pas de dissolution. Parce que je pense Marcel Gauchet, qui écrit dans un livre il y a quelques années, il dit « La 4e République est tombée sur la question de l'Algérie. La 5e République pourrait tomber, disait-il, autour de la question de l'immigration si il y a une impuissance publique est à ce point radicalisée qu'on a un problème immense et un pouvoir incapable d'y faire face. » Partagez-vous un peu ce diagnostic? Je crois que le devoir que nous avons, c'est de sortir de l'impuissance publique. C'est de sortir de ce que dit Bruno Retailleau, il l'appelle l'impossibilisme. En fait, le fait qu'aujourd'hui, le peuple, quand il s'exprime et qu'il choisit ses représentants, ne peut pas avoir la certitude que les grands choix qu'il va faire seront vraiment suivis des faits. Et c'est ça pour moi le défi. C'est pour ça qu'on travaille en Europe à lever les freins. On parlait tout à l'heure de la question migratoire. On pourrait parler de la question économique, Christophe Jacobzine. On pourrait parler du devoir de simplification massif pour nos entreprises, pour notre industrie. Aujourd'hui, on voit qu'on a une réglementation qui asphyxie le tissu économique. Il n'y a pas de fatalité à ça. Je ne crois pas qu'il y ait de fatalité. Et le devoir que nous avons, c'est de faire que les choix politiques que les électeurs ont faits aient des conséquences et que ces conséquences permettent que notre démocratie réponde à ce qu'attend le peuple. La difficulté pour vous, c'est que vous êtes, c'est ce que vous souhaitez en tout cas, encore au pouvoir, aux manettes pendant 1 an et demi et qu'il ne se passe pas grand-chose. On l'a vu sur tous les sujets, l'impuissance de cette coalition, effectivement, parce qu'elle est divisée, à faire avancer les grands sujets. Et donc, vous êtes au pouvoir et ce que vont voir les Français, c'est dans 1 an et demi, lorsque vous serez
à l'aube de la présidentielle, rien ne se sera passé. C'est compliqué quand même. Sauf les chiffres de l'immigration et les chiffres de M. Retailleau au ministère de l'Intérieur, puisqu'il a jugé bon, et je pense qu'il a eu raison, de dissocier les chiffres globaux de ceux qui sont vraiment ceux, quand il est arrivé à Beauvau, avec moins 7,5% pour les visas long séjour, moins 30% pour les admissions exceptionnelles au séjour, moins 18% pour les naturalisations, etc., etc. Donc il y a eu quand même un travail de Bruno Retailleau là-dessus. Et encore une fois, même si la situation politique fait que tous les Français le comprennent très bien, vous savez, les Français sont évidemment intelligents, ils regardent avec sérieux la vie politique de leur pays, ils comprennent très bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de majorité politique pour faire les grands changements dont la France aurait besoin. Et pourtant, ça n'empêche pas de commencer à agir. Ces chiffres le montrent. Le vote de la loi sur le narcotrafic, qui sera absolument déterminante pour permettre que l'État retrouve les moyens d'agir contre les réseaux criminels. Ce que nous faisons au plan européen suppose aussi un gouvernement qui soit clair. Et c'est avec Bruno Retailleau que nous travaillons sur ce règlement retour, parce qu'il porte aussi cette cause-là au Conseil européen. Donc vous voyez, on peut déjà faire des choses. On ne peut pas encore tout faire, mais c'est peut-être l'indice de ce que la droite fera en tout cas, quand elle aura vraiment la France devra, et aussi l'Europe, prendre des dispositions en matière de commerce extérieur, et notamment vis-à-vis de Donald Trump. Parler du budget de la France, l'enjeu immédiat, c'est l'accord commercial tarifaire entre l'Europe et les États-Unis. Et pour vous interroger là-dessus, je laisse la parole à Christophe Jacubizine. Oui, parce qu'on est dans le money time, comme dirait Mathieu. Non, on dirait pas ça. Sûrement pas. Les dernières 48 heures avant l'ultimatum fixé par Donald Trump pour trouver un accord avec l'Europe. Soit on se met d'accord, c'est-à-dire que vous acceptez mes conditions, une sorte de taxation unilatérale, asymétrique, comme on dit. C'est-à-dire que nos produits européens seront taxés plus cher quand ils rentreront aux États-Unis que les produits américains. Donc soit vous pliez, vous mettez un genou à terre, vous allez à Canossa, soit la guerre sera encore plus terrible. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on cède ? Est-ce qu'on met un genou à terre ? Ou est-ce qu'on lui résiste ? Il y a deux écoles et il nous reste 48 heures. Et c'est la Commission qui a les commandes. Hein. Exactement. La stratégie aujourd'hui, et je crois que c'est la bonne, c'est de riposter pour faire retomber la pression. Le but, c'est de réussir à tenir les deux à la fois. Notre intérêt, c'est qu'il n'y ait pas de surenchère dans cette guerre commerciale absurde. Parce que cette guerre commerciale, ça n'est rien d'autre que de la fiscalité en réalité. C'est de l'imposition. Mais alors, est-ce qu'on accepte d'être taxé au moins 10%, peut-être 20%, par l'Américain ? Non, on riposte précisément pour que ces taxes disparaissent. Et le but, c'est encore une fois de ne pas mettre un genou à terre. Je le disais tout à l'heure, je crois que la politique de la faiblesse ne conduit nulle part. Donc vous n'êtes pas d'accord avec le mandat de la Commission ? Parce que la Commission nous dit, si on pouvait signer l'accord à 10 de taxes, on le ferait. En fait, le but, si on pouvait signer l'accord à 0, ouais, mais ça ne sera pas le cas, vous le savez. Donald Trump veut une victoire, dans tous les cas. Oui, aujourd'hui, ce qui nous menace, c'est bien plus que 10. Donc le vrai sujet, c'est d'éviter cette surenchère. Et pour l'éviter, il faudra riposter. C'est une certitude absolue. Okay. Ne serait-ce que pour... Et tout en redisant que nous souhaitons absolument redescendre le plus bas possible. Mais je crois que l'Europe n'a pas le droit à la faiblesse sur ce sujet. Notre travail, ça a été de travailler de très près avec la Commission européenne pour que la liste des mesures qu'elle va mettre en œuvre à la suite d'éventuelles taxes ne consiste pas à mettre une cible dans le dos de nos filières déjà les plus exposées. Je pense par exemple à la viticulture, je pense à des filières industrielles. Donc il fallait que de manière intelligente, on réponde avec précision. Mais il faut qu'on réponde. Parce que si on ne répond pas, encore une fois, si on se soumet, alors c'est une immense perte de chance pour nos entreprises aujourd'hui. Le 15 juillet prochain, François Bayrou va présenter ses grandes orientations, notamment sur le budget. Vous en attendez quoi ? Des hausses d'impôts ? Surtout pas. La France est déjà le pays de l'OCDE où les prélèvements... Il ne l'a pas exclu lors de sa dernière intervention. Mais pour nous, c'est absolument clair. Et c'est la position que défendront nos parlementaires. S'il suffisait de faire monter les impôts pour que le budget de l'État se trouve bien portant, la France aurait le budget de l'État le plus florissant de l'OCDE. Aujourd'hui, c'est l'exact inverse. Et la vérité, c'est que aujourd'hui, c'est l'État qui doit faire l'effort. C'est l'État qui doit... Sur la dépense publique ? C'est la baisse de la dépense publique qui est la priorité absolue pour la survie de notre économie et de la société française. Et c'est évidemment dans cette direction qu'il faut faire porter. 3 345 milliards de dettes, 67 milliards de charges de la dette cette année, a dit Éric Lombard. On sera à 100 milliards en 2030, a dit le ministre de l'économie. C'est une folie absolue. Et je ne sais pas si les Français mesurent l'incroyable danger que cette dette... C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire de réformes structurelles, on ne peut absolument plus investir dans le pays, on doit juste rembourser la dette. Alors, il y a ce problème immense de la charge de la dette. Quand un pays commence à mettre son premier budget dans la charge de sa dette, c'est qu'il a perdu le sens de son avenir. C'est qu'il investit plus dans le remboursement de sa dette que dans l'éducation de ses enfants, dans la défense de son territoire, dans le soutien à son industrie. Mais au-delà de ça, il y a aussi un immense risque de souveraineté, un immense risque de sécurité. Parce que
Aujourd'hui, nous vivons dans une forme d'irréalité, mais Christophe Jacubizine, vous le savez bien, nous sommes en terre inconnue. Et demain, la dette française peut se trouver attaquée avec des conséquences très lourdes pour tous les Français. Alors il y a une idée qui émerge pour essayer de faire des économies sans fâcher les uns et les autres, c'est le budget zéro. C'est-à-dire on gèle tout, la dépense, le niveau de la fiscalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La conséquence, ça serait qu'on n'augmenterait pas les retraites, par exemple. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive, je crois que c'est l'inverse de la bonne stratégie. La bonne stratégie, c'est d'aller regarder là où il faut faire porter l'effort de manière prioritaire. Et les mauvaises réformes de l'État ont été celles qui se sont appliquées de manière uniforme partout. Il faut, de toute évidence, aller s'attaquer de très près à la dépense sociale dans notre pays, qui est devenue un enjeu majeur, un problème majeur. Et là, nous avons des divergences fortes. On parlait tout à l'heure du Rassemblement national aussi sur ce sujet, malheureusement avec le Rassemblement national. Ma conviction profonde, c'est que quand vous refusez de toucher au RSA, quand vous refusez de toucher aux allocations chômage, dans un pays où il y a des centaines de milliers d'emplois non pourvus, vous maintenez les gens à l'extérieur du marché du travail plutôt que de les inciter à retourner travailler. Vous punissez ceux qui travaillent en entretenant un système d'assistanat. C'est Nicolas qui paye, c'est ça? Quand vous faites cela, non seulement Nicolas paye, mais quand vous faites cela, vous alimentez la crise migratoire. Parce que la vérité, c'est que du coup, vous avez des entreprises qui vont aller recruter à l'extérieur de nos frontières pour pouvoir simplement continuer à survivre. Nicolas, pour les auditeurs qui ne le savent pas, c'est mais quand même... je dis que les deux sont liés. Ce sont les cadres moyens. Les 30-40 ans payent pour les retraités. Et notamment pour les retraités. Est-ce qu'il faut une part de capitalisation? Est-ce qu'il faut une part de capitalisation pour la retraite? Bien sûr, mais évidemment, on le défend depuis longtemps. La grande difficulté, c'est qu'il aurait fallu le faire. Moi, en tous les cas, je le défends depuis longtemps. Il aurait fallu le faire dans une période où on avait plus de marge de manœuvre. Parce que vous le savez bien, la grande difficulté, c'est d'amorcer un système de capitalisation. Aujourd'hui, des pays comme le Danemark, qui ont un système de capitalisation, le Danemark gagne chaque année, économise chaque année 2% de points de PIB avec son système de capitalisation. Est-ce qu'on imagine ce que la France serait aujourd'hui si on avait fait ce choix, quand on avait la démographie, quand on avait les marges de manœuvre budgétaires? Est-ce qu'il n'y a pas la nécessité tout simplement d'une rupture? C'est-à-dire quand on voit l'état aujourd'hui des finances publiques, quand on voit l'état de la dette, quand on voit à quel point on a au gouvernement des gens qui sont assez malins pour se dire on va encore taxer davantage. Est-ce qu'il n'y a pas la nécessité d'une forme de moment thatchérien? C'est peut-être pas le bon terme, mais une rupture fondamentale avec la méthode de gestion actuelle en disant il faut rompre vraiment, quitte à ce qu'il y ait un moment. Ça ne s'accompagne pas d'une musique d'ascenseur. Bien sûr, il faut rompre et là pour le coup le vrai budget zéro, ça consisterait à tenter de réécrire un budget en partant d'une page blanche. Je pense qu'on en est là aujourd'hui et le rendez-vous de 2027 doit permettre de mettre sur la table ces questions déterminantes. En 2017, déjà, la droite, autour de François Fillon, faisait campagne pour dire que la France était en faillite et qu'il fallait absolument organiser cette rupture avec un modèle qui jusque-là n'a conduit qu'à l'appauvrissement général du pays. La suite, on la connaît. La victoire d'Emmanuel Macron, 1000 milliards de dettes de plus. Appauvrissement général et peut-être vol générationnel, je me permets la formule, c'est-à-dire est-ce qu'on n'est pas devant une jeune génération qui va être pressurisée, taxée, raquettée pour financer à la fin d'un côté l'immigration, de l'autre côté les retraites, et qui est finalement celle qui porte une forme de NEP française, un petit secteur productif qui doit porter pour tout le reste. Mais la dette est l'un des aspects de cette rupture de transmission que je l'ai décrite comme professeur. Il y a une rupture de transmission à l'école et la crise éducative est aujourd'hui l'un des enjeux les plus déterminants pour l'avenir de notre pays. On devrait presque ne parler que de ça. Mais cette rupture de transmission, elle va aussi avec la dette, qui est une forme d'irresponsabilité à l'égard de nos enfants. Quand je vois à quel point aujourd'hui on a du mal à faire face à la question de cette rupture, je suis fasciné par ça. On a proposé cette semaine avec Bruno Retailleau et Julien Aubert de retrouver une stratégie claire en matière énergétique et de cesser de subventionner le solaire et l'éolien. Mais il a suffi qu'on dise cela pour que d'un seul coup s'agitent de toutes parts des gens qui nous disent non, continuons de mettre beaucoup d'argent public dans ces énergies. Le président le premier qui a dit qu'il fallait faire le premier. Mais alors, est-ce qu'elle est si claire, votre stratégie? Expliquez-nous, parce que quand même, les renouvelables, le solaire, l'éolien, je mets de côté les considérations esthétiques, dans plein de pays du monde. Ne mettez pas ça de côté. Elles permettent d'avoir de l'électricité pas chère. Regardez les Espagnols, ils ont de l'énergie solaire et ils ont une électricité qui est 2 ou 3 fois moins chère que notre électricité et notre électricité nucléaire. Je ne remets pas en cause le nucléaire, mais quand même, faire une croix sur les renouvelables, c'est faire une croix sur de l'énergie pas chère. Alors, Christophe Jacubizine, si votre modèle, c'est l'Espagne... je peux vous raconter l'expérience magnifique que j'ai vécue. J'étais à Valence, en Espagne, vous avez eu le blackout. Le jour où a eu lieu cette coupure
géante d'électricité. C'est vrai. Je peux vous dire que ce jour-là, vous touchez du doigt la réalité de l'impasse Mais c'était dans pas laquelle le problème, les Espagnols c'était pas le se sont problème enfermés. de l'énergie solaire, c'était le alors, problème c'est du pas réseau. sûr. Mais bon. Non, c'était le problème de l'intermittence. C'est Parce que le renouvelable devait prendre le relais et ça n'a pas vous voulez fonctionné. pas avoir votre électricité trois fois moins cher, Pardon, Pierre Pierre Devino. C'est pas parce que le renouvelable devait prendre le relais, c'est parce qu'il y avait beaucoup trop de renouvelables beaucoup sur trop le de réseau à renouvelables, ce moment-là. il y a beaucoup trop de Quand renouvelables. il y a trop de soleil et du coup, il y trop avait- de vent à la fois, le réseau est incapable Mais d'absorber c'est ça. l'électricité. Économiquement, cette Donc, électricité, le réseau espagnol s'est oui, effondré. mais économiquement, Si c'est ça cette électricité, l'avenir, elle est quand même si beaucoup c'est moins ça chère. l'avenir, L'éolien, le solaire, ça sera beaucoup moins cher. moi j'appelle ça le tiers-monde en réalité. Non. La disponibilité. Regardez le d'énergie, dynamisme c'est de la chose la plus l'économie importante. espagnole grâce à une électricité pas chère. Alors attendez, Mais pour- l'électricité espagnole, pour les ça n'est auditeurs pas cher, d'Europe, c'est hein, aussi pas tous parce en que même les temps. règles du marché en Espagne sont différentes. Parce qu'ils ont du dans solaire. la péninsule Ils ibérique. sont coupés de l'Europe et ils font Parce du qu'ils sont solaire. coupés de l'Europe. Parce pourquoi qu'ils vous sont dites coupés le de l'Europe. tiers-monde, François-Xavier Bellamy? Parce que- C'est un mot fort, là. Mais je peux vous raconter concrètement, on était dans la rue, on était obligé d'aller voir les taxis qui faisaient la queue pour attendre des clients et on écoutait la radio dans les taxis pour savoir ce qui se passait. On était coupé du monde. Personne en Espagne ne savait ce qui était en train de se dérouler. Vous avez d'un seul coup des gens qui ont dû descendre des trains au milieu de la Pampa pour aller marcher à pied jusqu'à leur destination. Vous avez des vies qui ont été mises en danger. Dans les hôpitaux. Et des morts, malheureusement, qui ont été causées par cet effondrement du réseau électrique. La première chose qu'on demande à un réseau électrique, c'est la stabilité. Et la première chance que représente notre modèle, qui n'est pas uniquement nucléaire, qui est le nucléaire plus l'hydraulique, c'est précisément la stabilité, la souveraineté et aussi la compétitivité de l'économie et de l'énergie. Mais c'est Parce pas que- raisonnable de renoncer au solaire et à l'éolien, vous le savez bien. Ah mais attendez, on ne dit pas qu'il faut, on dit pas qu'il faut renoncer au Vous solaire. dites et à juste l'éolien. qu'il faut Une moins entreprise- subventionner. Une entreprise qui veut, sur des toits d'usine, mettre des panneaux solaires pour faire baisser sa facture d'électricité, aucun problème, très bien. Mais aujourd'hui, c'est quoi la situation ? Aujourd'hui, la situation, c'est que vous faites un panneau solaire chez vous, vous êtes en droit d'exiger d'Enedis, de l'État, du contribuable, qu'ils viennent vous raccorder au réseau. Et on est donc en train de faire venir sur le réseau un maximum d'électricité intermittente qui représente un problème majeur, même pour la maintenance de nos Juste centrales nucléaires. au niveau politique, François-Xavier Bellamy, parce qu'il Ça n'a pas de sens, il faut pardon. il faut que ça tienne au sein même des LR. Vous avez d'un côté à l'Assemblée nationale les députés LR qui soutiennent un amendement visant à suspendre toute installation d'éoliennes, et au Sénat, la commission des affaires économiques présidée par un sénateur LR a rejeté le moratoire sur les éoliennes. Il faudrait vous mettre d'accord pour que ça marche. Le sujet, c'est pour nous le sujet fondamental et toute notre famille politique est sur cette ligne. Et Bruno Retailleau, vous savez, on n'est pas une caserne, il l'a dit, il y a un débat. Ni un McDo. La famille, il y a un débat. ce qu'il a dit. Mais on n'est pas non plus un McDo, c'est pas venez comme vous êtes, et donc il y a un moment où on tranche. Et Bruno Retailleau Donc, faut faire du ménage. a tranché. La tribune que nous avons publiée est parfaitement claire, et elle a eu le mérite d'être entendue partout, puisque vous l'avez rappelé, même le chef d'État nous a répondu. Le fait est que ce qui est fascinant pour moi, c'est que nous subissions ce procès en climato-scepticisme de la part de gens qui ont passé les dernières années à saborder notre filière nucléaire, qui permet aujourd'hui à La fermeture de Fessenheim. d'avoir le point de PIB le plus décarboné d'Europe. C'est la fermeture de Fessenheim, organisée par M. Philippe, M. Hulot, M. Macron. C'est Madame Borne qui a fait l'annonce de la fermeture de Fessenheim quand elle était ministre de l'écologie. Monsieur Canfin, au Parlement européen, que j'entendais sur les ondes de France Inter expliquer que nous étions le Trumpisme anti-environnemental. Monsieur Canfin a passé des années au Parlement européen à tout faire pour attaquer le nucléaire français. Moi, je dis que les vrais climato-sceptiques, le vrai danger pour l'environnement, il vient de cet agenda de décroissance qui détruit notre souveraineté, mais qui détruit aussi la nature, et les paysages font partie de la nature que nous devons beaucoup, préserver. François-Xavier Bellamy, d'avoir Merci fait avec nous ce dernier grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos de la saison. Nous nous retrouvons le 29 août prochain. Très bon dimanche sur nos deux antennes.